Je ne pouvais tout simplement pas supporter l'idée de ne pas subvenir à leurs besoins, même si tu voulais que je parte. Je n'ai jamais voulu que tu partes, murmura Stella, les larmes aux yeux. Je pensais que tu me donnais la liberté de partir, parce que la grossesse était une nouvelle malvenue. Elliot ferma les yeux de douleur. Stella, apprendre l'existence de nos enfants a été le plus grand moment de ma vie. J'ai géré ça terriblement parce que j'étais choqué, et en pleine crise, mais je n'ai jamais voulu que tu affrontes cela seul. Mon message était la pire communication de l'histoire humaine, admit-il, passant une main dans ses cheveux mouillés. Je pensais que tu avais besoin d'espace pour décider si tu voulais toujours de moi dans ta vie. Je respectais ton indépendance, tout en essayant de te dire que j'accepterais quel que soit le rôle que tu m'autoriserais. Stella laissa échapper un son entre le rire et le sanglot. Nous sommes censés être des gens intelligents. L'intelligence et la sagesse sont différentes, dit Elliot, faisant un pas hésitant vers elle. J'ai passé ma vie à construire des murs pour me protéger. Quand cela importait le plus, je n'ai pas pu les abattre assez vite. Stella posa ses mains sur son ventre arrondi. Il donnait des coups de pied maintenant, de petits combattants vigoureux. Les yeux d'Elliot se remplirent d'émerveillement. Puis-je ? Elle hocha la tête, prenant sa main et la plaçant là où le mouvement frémissait sous sa peau. À l'instant où sa paume se connecta à la preuve de leurs enfants, Elliot tomba à genoux devant elle, son front pressé contre son ventre. « Je suis tellement désolé, murmura-t-il, sa voix rauque. Je ne te décevrai plus jamais, aucun de vous. Si tu me donnes une autre chance, je passerai ma vie à m'assurer que vous ne douterez jamais à quel point je vous aime profondément. » Stella lui berça la tête contre elle, les larmes coulant librement. Je pensais pouvoir faire ça seule. J'ai toujours tout fait seul. Mais je ne veux pas, Elliot. Je veux que nous soyons une famille. Il leva les yeux vers elle, les yeux brillants. J'ai la bague que j'ai achetée 2 mois avant ton départ. Je l'ai portée tous les jours depuis, en espérant ce moment. Alors qu'Elliot sortait la bague de sa poche, une émeraude éblouissante entourée de diamants, et demandait à Stella d'être sa femme, tous deux comprirent enfin que la vraie force n'était pas dans l'indépendance ou le contrôle, mais dans le courage d'être vulnérables ensemble. Oui, murmura Stella alors qu'il glissait la bague à son doigt. 1000 fois oui. Leur baiser était un retour au foyer, une promesse, un nouveau départ. Le millionnaire timide et le brillant médecin avaient failli tout perdre à cause de la peur et de la mauvaise communication. Maintenant, avec la tempête derrière eux et la clarté devant eux, ils embrassaient un avenir qu'aucun n'avait osé imaginer possible. Salut, cher public de Soul Stories. Signe-main disant au revoir, nous avons une histoire d'amour à faire chavirer les cœurs pour vous aujourd'hui. Plongeons Y. Et dites-nous, de quelle ville regardez-vous? Seattle n'était pas agréable cette nuit-là. Une fine bruine flottait dans l'air, assez humide pour faire friser les cheveux mais pas assez pour justifier l'ouverture d'un parapluie. Evelyn Park resserra son manteau gris autour d'elle, serrant une épaisse pile de dossiers contre sa poitrine comme si c'était son propre enfant. Il était 22h30. Toutes les lumières de bureau étaient déjà éteintes, à l'exception de l'étage où elle travaillait, que l'agent de sécurité appelait en plaisantant le « phare des bourreaux de travail ». « Ouais, c'est moi », marmonna Evie. Elle était auditrice légale pour la Second Harbor Foundation, un travail que ses amis résumaient en 3 mots, suivre l'argent. Chaque fois qu'un projet de restauration soumettait des documents financiers, Evie examinait méticuleusement chaque détail, vérifiant la validité de chaque reçu. Au début, cela semblait impressionnant, mais après 7 ans, c'était devenu une obsession pour le papier format A4 et l'encre d'imprimante. La station de taxi dans la rue était vide. Aucune voiture ne s'arrêtait. Evie soupira. 40 minutes de marche jusqu'à la maison, c'est de l'exercice gratuit. Je dois juste éviter les flaques et ne pas penser à mes chaussures neuves qui tombent en morceaux. Elle marchait le long de la pente pavée de briques, dépassant des rangées de bars vivement éclairées. De l'intérieur, le son d'un saxophone s'échappait, lisse comme du miel, faisant grogner son estomac au pire moment. Les gens boivent, et moi je porte des factures. Le portrait parfait d'une célibataire de 31 ans. Soudain, bang. Symbole de collision, la porte du bar s'ouvrit brusquement, et un homme trébucha. L'impact fut si violent que les dossiers d'Evie s'envolèrent de ses bras comme des oiseaux de papier. Les chiffres secs et sérieux de la Second Harbor Foundation virevoltaient maintenant dans la rue humide, comme s'ils aspiraient eux aussi à être libres. Oh non! Mes papiers! Evie plongea, marmonnant des jurons sous son souffle en essayant de les ramasser. L'homme s'accroupit également, s'agitant pour l'aider.
Il avait des cheveux bruns légèrement ébouriffés, une mâchoire carrée bien dessinée et quelques poils de barbe négligés qui le rendaient étrangement cinématographique. Quand ses yeux noisettes rencontrèrent les siens, Evie se figea un instant. « Je suis désolé, je ne vous avais pas vu, dit-il, la voix rauque et pressée. Evie plissa les yeux, l'irritation alourdissant son ton. « Faisiez-vous un marathon à l'intérieur de ce bar? Regardez ça. Tous les chiffres sont mélangés maintenant. » L'homme laissa échapper un rire forcé. « Je suis vraiment désolé. Laissez-moi vous aider. » « Est-ce un rapport financier? » « Exactement. J'en ai besoin intact pour la vérification croisée. » « Et maintenant ?» Evie secoua la tête, sa voix aussi tranchante qu'une lame. « Maintenant, je vais devoir tout réorganiser tout le week-end. » Avant qu'il ne puisse répondre, son visage se figea soudainement. Ses yeux se tournèrent nerveusement vers la porte du bar. Evie se retourna et vit un couple glamour sortir. La femme était blonde, vêtue d'une robe rouge, son regard balayant la rue comme un radar. L'homme était grand, aux épaules larges, bâti comme une poutre. En un instant, l'étranger attrapa le bras d'Evie et l'accrocha à son coude. Son souffle pressant effleura son oreille. « Continuez de marcher, murmura-t-il, et faites semblant d'être ma femme. » Les yeux d'Evie s'écarquillèrent. « Excusez-moi, quoi? » Mais il était trop tard. La blonde le repéra et fit signe de la main comme une fusée éclairante. « Adrian. Vous êtes là. Mon Dieu, je pensais que vous vous étiez enfui. » Adrian, Evie cligna des yeux. Alors c'était son nom. Et maintenant? Elle était officiellement Madame Adrian, qu'elle le veuille ou non. Adrian lui serra légèrement la main, un plaidoyer silencieux. « Lorraine, Teddy, voici ma femme. » Sa voix était si sûre d'elle qu'Evie y crut presque elle-même, même s'il ne connaissait même pas son prénom. Evie, plus habituée aux répliques de salle de conférence qu'à l'improvisation théâtrale, força un sourire poli. « Enchanté de se revoir. Je suis Evelyne, mais appelez-moi Evie. »« Oh mon Dieu !» s'exclama Lorraine en riant. « Sa femme? Vraiment ?» Adrian s'est enfin posé. « Nous devons rentrer et trinquer à cela. » Evie voulut protester, mais Teddy, grand comme un lampadaire, lui avait déjà poliment offert sa main pour la guider. Et ainsi, 5 minutes plus tard, elle se retrouva maladroitement assise dans un bar chaleureux avec un verre de vin rouge devant elle. Lorraine se pencha, ses yeux brillants comme un projecteur. « Alors, comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux? Ça doit être une histoire tellement romantique. » Evie se figea. Elle était auditrice, pas scénariste. Mais les yeux suppliants d'Adrian se fixèrent sur elle. « Alors. D'accord. Dans une librairie, lâcha Evie. Nous avons tous les deux tendu la main vers le dernier exemplaire. Le seul qui restait. Lorraine couina. Un roman d'amour? Non. Finances personnelles, dit Evie sans émotion. Adrian gloussa, reprenant l'histoire. Et nous avons décidé de partager le livre, puis nous avons fini par partager aussi un café. Teddy hocha solennellement la tête, comme s'il venait d'entendre l'histoire d'amour du siècle. Tout continua comme un sketch comique. Adrian mentionna leur chat, Winston, et Evie lâcha immédiatement « Je suis allergique aux chats ». La table devint silencieuse. Adrian se rattrapa rapidement « Ah, Winston est chez ma sœur. Nous sortons donc à l'extérieur pour des raisons de santé. » Evie renifla, se retenant de rire. Bon, jouer la comédie est plutôt amusant. Vers minuit, Lorraine et Teddy firent enfin leurs adieux, non sans planifier un double rendez-vous pour la semaine suivante. Dehors, Evie s'appuya contre le mur de briques mouillé par la pluie avec un soupir de soulagement. Adrian relâcha sa main, parlant maladroitement. « Merci d'avoir joué le jeu. Je ne sais pas comment exprimer ma gratitude. Lorraine est la meilleure amie de mon ex-petite amie. Si elle m'avait vu seule, j'aurais été entraîné dans des commérages sans fin à nouveau. » Evie croisa les bras. « Et ta solution a été de traîner une inconnue à devenir ta fausse femme. » Adrian se gratta la tête, souriant comme un enfant pris en train de voler des biscuits. « Eh bien, une solution à court terme, mais vous avez joué le rôle brillamment. » Evie laissa échapper un léger rire. « D'accord, je laisse passer l'incident des papiers. Nous sommes quittes. » « Non, plus que quittes. »
Je vous dois une grande faveur, dit Adrian, ses yeux si sincères qu'Evie se sentit étrangement troublée. Ils restèrent silencieux pendant quelques secondes. La musique jazz flottait faiblement de l'intérieur, se mêlant au clapotis de la pluie sur l'asphalte. Evie serra la pile de dossiers plus fort et se tourna pour partir. De toute façon, je devrais y aller. 200 reçus doivent encore être triés. Adrian hocha la tête, une pointe de regret dans son expression. Laissez-moi au moins vous appeler un taxi. Pas la peine. J'habite près. Leur poignée de main s'éternisa plus que nécessaire. Leur sourire était un peu timide. Puis ils se séparèrent. Alors qu'Evie s'éloignait, un sentiment étrange s'agita en elle, comme si cette stupide mascarade avait fait surgir quelque chose de réel. Elle gloussa doucement, secouant la tête. Une fausse femme? Folie totale. Mais sous la pluie de Seattle, pour la première fois depuis des mois, ses pas lui semblèrent plus légers. Le lundi matin, le bureau de la Second Harbor Foundation était aussi bruyant que d'habitude. Les imprimantes vrombissaient, les téléphones sonnaient sans arrêt, et Evie tapait des chiffres depuis 8 heures du matin. Elle pensait être partie pour une semaine ordinaire, jusqu'à ce que Patricia, la réceptionniste aux cheveux bouclés célèbre pour les ragots, apparaisse à son bureau avec un sourire espiègle. « J'ai quelque chose pour toi, Evie. » Devant elle se trouvait un bouquet de tulipes jaunes si grand qu'il bloquait presque son écran d'ordinateur. Les pétales étaient dodus, dorés comme la lumière du soleil, et attirèrent instantanément ses collègues dans un chœur de bavardage. « Eh bien, de qui ça vient? Quelqu'un a envoyé des fleurs à une auditrice? La fin du monde est proche. Une admiratrice secrète, hein? » Les joues d'Evie s'empourprèrent. Elle ouvrit la bouche pour nier. Mais Patricia fut plus rapide. Du milieu du bouquet, elle sortit une petite carte élégante et la lut à haute voix, étirant délibérément chaque mot. Vendredi soir. Salt and Story. Si vous acceptez. De votre mari. Le bureau éclata de rire. Son mari. On a déjà manqué le mariage d'Evie. Evie arracha la carte, le visage en feu. Un coup d'œil à l'écriture soignée et elle connut le coupable, Adrian. Ou plutôt, Adrian Cole. L'homme avait eu l'audace d'envoyer des fleurs à son bureau. Mon Dieu, pourquoi ai-je dû mentionner le nom de la fondation l'autre soir? Toute la semaine, Evie jongla avec ses rapports tout en subissant les taquineries incessantes de ses collègues. Pourtant, le vendredi soir venu, elle se retrouva tout de même devant Salt and Story dans une simple robe bleu marine. Elle se marmonna, d'accord, j'y vais. Juste pour rembourser la dette de la fausse femme. C'est tout. Rien de plus. Salt and Story était un petit endroit niché le long d'une rue pavée près du port. Son enseigne en bois patiné pendait de travers et à l'intérieur, l'air était riche du parfum de pain grillé et de palourdes à la vapeur. La propriétaire, Mira, la meilleure amie d'Evie depuis l'université, faillit laisser tomber son plateau en voyant Evie entrer. Evie Park sort avec quelqu'un? L'apocalypse est-elle déjà là? Ce n'est pas un rendez-vous, rétorqua Evie rapidement. Juste un dîner de remerciement. Oui, bien sûr, parce que les tulipes jaunes signifient toujours merci. Mira sourit narquoisement et la conduisit à une table réservée. Adrian était déjà là, dans une chemise bleu clair, tapotant légèrement ses doigts contre son verre d'eau. Il se leva en la voyant. « Tu es vraiment venu, dit-il, comme à moitié incrédule. » Evie prit une inspiration. « Oui, j'ai pensé que je devais venir. » Pour clore la pièce, cette fois sans public. Il eut un petit sourire, le soulagement scintillant sur son visage. Mira elle-même apporta 2 bols fumants de soupe aux palourdes, clam chowder. Notre spécialité. Si vous ne vous mariez pas, mariez au moins la soupe. Elle sourit et s'éloigna, les laissant maladroitement se regarder. Sa soupe est toujours spéciale, dit Evie, soufflant sur sa cuillère. Elle plaisantait en disant que garder intacte la recette de sa grand-mère était le seul moyen de garder l'âme de la famille. Adrian pencha la tête. Et tu es d'accord avec ça? Garder les vieilles choses? Bien sûr, Evie fronça les sourcils. Certaines vieilles choses méritent d'être préservées. Comme les souvenirs. Si tu démolis tout, que reste-t-il à se rappeler? Adrian posa son menton sur sa main, ses yeux captant la lueur de la lumière chaude. Je vois les choses différemment. Garder l'ancien, c'est bien, mais si ce sont des murs fissurés et des toits qui fuient? Parfois, il faut tout démolir pour reconstruire.
Le nouveau pourrait être plus beau, plus utile. Cela ressemble exactement aux promoteurs immobiliers que j'ai audités. Evie plissa les yeux. Il gloussa. Pas tout à fait. Je ne veux pas détruire. Je veux insuffler une nouvelle vie dans l'ancien. Quelque chose dans son ton fit hésiter Evie. Au milieu de la vapeur de la soupe, ces mots portaient un poids qui ne ressemblait pas à une performance. Adrian posa sa cuillère et se pencha en arrière. Avez-vous déjà entendu parler de Fremont Loom? Evie cligna des yeux. L'ancienne usine textile près de la rivière Fremont? Elle est abandonnée depuis plus d'une décennie. Exactement. Mon studio et moi sommes en train de la restaurer pour en faire une bibliothèque communautaire. Café au rez-de-chaussée, bibliothèque ouverte au premier étage, espace galerie au dernier étage pour les jeunes artistes. Sa voix débordait d'enthousiasme, ses yeux brillants comme s'il pouvait déjà voir chaque brique et encadrement de fenêtre. Sans réfléchir, Evie murmura, ça ressemble à un rêve, mais qui investirait là-dedans? Adrian hocha la tête. La Second Harbor Foundation l'envisage, mais j'ai besoin de soutien de l'intérieur, de gens comme vous. Evie se figea. Vous savez où je travaille? Vous avez accidentellement mentionné le nom de la fondation au bar. Je n'espionnais pas, Adrian sourit, agitant légèrement la main. Et même si vous finissez par auditer ce projet, je ne veux pas de traitement de faveur. Je veux juste que vous voyiez sa vraie valeur. Evie se mordit la lèvre, son cœur faisant un bond inattendu. Depuis quand un homme parle-t-il d'une usine abandonnée avec la même intensité que quelqu'un parle d'amour? Le dîner se poursuivit avec des histoires plus courtes. Adrian raconta son stage à Rome, où il avait dessiné des centaines de dômes d'église. Evie raconta comment ses collègues l'avaient surnommé la « police des reçus ». Ils rirent plus à l'aise qu'aucun des deux ne l'avait anticipé. Mais lorsque Mira apporta le dessert, une tarte aux pommes saupoudrée de cannelle, Evie remonta tranquillement sa garde. Ne t'emballe pas, Evie. C'est quelqu'un que tu pourrais avoir à auditer. Tu ne peux pas laisser les idéaux ou les sourires brouiller ton jugement. Elle posa sa cuillère, ajustant ses lunettes. Quoi qu'il en soit, merci pour l'invitation, mais nous devrions considérer cela comme juste un dîner social. Adrian l'étudia, comme s'il voulait en dire plus. Mais à la fin, il se contenta de hocher la tête. Si c'est ce que vous voulez. Mais je continuerai d'avancer avec Fremont Loom, avec ou sans votre soutien. Evie pinça les lèvres, se sentant à la fois soulagée et étrangement déçue. Lorsqu'elle quitta Salt and Story, la bruine de Seattle tombait toujours. Elle se tint sous l'auvent, serrant le bouquet de tulipes jaunes, la preuve d'une invitation sans public. La logique lui disait de garder ses distances. Mais quelque part au fond d'elle, petite et têtue, une voix chuchotait, peut-être même une vieille usine textile mérite une chance de renaître. Cette nuit-là à Seattle, il pleuvait à nouveau. Pas une forte averse, mais la bruine familière qui rendait l'air humide, les cheveux frisés et les chaussures neuves rapidement tachées. Evie resserra le col de son manteau, suivant Adrian à travers les rues vides, moitié curieuse, moitié prudente. « Où exactement m'emmenez-vous » demanda-t-elle, la suspicion dans la voix. « J'espère que ce n'est pas un autre bar. J'ai épuisé mon quota annuel d'apparitions de fausses femmes. » Adrian laissa échapper un léger rire. « Pas de bar. Quelque part. Que je pense que vous voudrez voir. Mais si ce n'est pas le cas, vous avez toute ma permission de me gronder. » La vague réponse ne fit qu'accentuer la méfiance d'Evie. Mais quelques minutes plus tard, lorsqu'ils tournèrent dans une rue pavée de briques étroites, elle s'arrêta net. Au coin se tenait une vieille devanture avec une enseigne en bois délavé. La poussière recouvrait les marches et la porte était scellée depuis longtemps. Et pourtant, dans la fenêtre obscurcie, une seule lanterne en papier rouge brillait encore, chaude et dorée, sa silhouette vacillante tremblant contre la vitre embuée. La poitrine d'Evie se serra. Elle le reconnut instantanément. Lantern Light. La librairie de sa mère. Depuis la mort de sa mère, la boutique était verrouillée dans le silence. Pas possible. Sa gorge se contracta. L'électricité avait été coupée il y a des années. Elle se tourna vers Adrian, la suspicion dans ses yeux. Attendez. Comment connaissez-vous cet endroit? Ce n'est pas un endroit où l'on amène quelqu'un par hasard. Adrian hésita un instant, mais ne détourna pas le regard. Je suis passé par ici quelques fois. Chaque fois qu'il pleut, cette lanterne s'allume. Les gens disent que quelqu'un paie toujours la facture pour la maintenir allumée.
Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a rappelé ce que vous avez dit à Salt and Story, à propos de garder l'ancien plutôt que de le démolir. Alors ce soir, j'ai pensé. Peut-être que vous voudriez la voir. Evie l'étudia, cherchant une trace de vantardise. Mais tout ce qu'elle vit était de la sincérité. Il n'avait aucune idée que c'était son souvenir privé. Quelque chose en elle s'adoucit, résistant à l'envie de le repousser. La lueur de la lanterne la tira vers d'innombrables après-midi d'enfance. Sa mère, les cheveux attachés en chignon bas, souriait doucement chaque fois qu'un client trouvait le bon livre. La cloche tintait chaque fois que quelqu'un entrait. Le parfum du papier neuf se mêlait à l'arôme du thé à la camomille. Et le dernier appel téléphonique de sa mère, celui qu'elle avait manqué parce qu'elle était trop occupée à examiner des chiffres dans un rapport. Evie essuya rapidement ses yeux. « Désolé, je ne voulais pas pleurer. »« C'est juste. »« C'est bon, » dit Adriane doucement. « Certains souvenirs. Si vous ne pleurez pas pour eux, ils ne guériront jamais. » Elle se tourna vers lui. Il n'ajouta rien. Pas de mots de réconfort superficiel. Il se tenait simplement là, la laissant pleurer pendant quelques secondes, puis respirer. Et ce silence, bizarrement, fut ce qui la calma le plus. Lorsqu'elle se fut calmée, Evie demanda doucement, « Savez-vous qui paie les factures ici ?» Adriane secoua la tête. « J'ai seulement entendu des rumeurs. Les gens l'appellent Winston, un bienfaiteur anonyme qui envoie parfois des livres gratuits aux clubs de lecture locaux. Il signe toujours du nom Winston. » Evie fronça les sourcils. Ça sonne comme un nom de chat. Adriane rit. Peut-être. Ou peut-être juste un homme mystérieux qui veut maintenir une lumière allumée sans que personne ne le sache. Quoi qu'il en soit, c'est admirable. Evie hocha faiblement la tête. Une étrange gratitude monta en elle, pour l'étranger qui avait tranquillement gardé vivante la mémoire de sa mère avec une petite lueur obstinée. Soudain, la bruine s'intensifia en une averse. Ils se précipitèrent tous deux sous l'auvent de la librairie. Adriane secoua sa veste, ses cheveux en désordre trempés, ressemblant exactement à un personnage d'un film burlesque. « Vous ressemblez à un rat noyé », lâcha Evie. « Et vous n'êtes pas mieux », répliqua Adriane, pointant ses lunettes couvertes de gouttes de pluie. « Vous aurez besoin d'essuie-glace juste pour lire vos rapports. » Evie éclata de rire, le son se mêlant à la tempête. L'atmosphère entre eux s'allégea. Ils se tenaient côte à côte sous l'auvent étroit, écoutant la pluie tambouriner sur le toit de tuiles. À l'intérieur, la lanterne rouge brillait toujours, se reflétant dans les yeux d'Evie comme une petite étoile. À un moment donné, la main d'Adriane effleura la sienne. Au début, ce n'était qu'un contact hésitant, comme pour lui demander si elle allait se retirer. Evie se raidit. Puis la laissa faire. Sa main était chaude, un contraste frappant avec l'air humide et froid de la nuit. Dans cet instant, il n'y avait pas de spectateur, pas de rôle de fausse femme. Juste deux personnes, un souvenir et la lueur provocante d'une lanterne qui refusait de s'éteindre. La pluie se calma pour devenir une bruine. Evie retira doucement sa main, prenant une profonde inspiration. « Merci de m'avoir amené ici. Vous ne le saviez pas, mais cet endroit, il compte beaucoup pour moi. » Adriane hocha légèrement la tête, sans insister, sans fouiner. « Je pense juste que certaines lumières méritent d'être maintenues allumées, peu importe qui les allume. » Evie se détourna, mais à l'intérieur, elle savait. Le mur qu'elle avait construit avec des chiffres et de la logique venait de se fissurer. Et à travers cette fissure, sa main chaude avait trouvé son chemin. Le mardi, le bureau de la Second Harbor Foundation était inhabituellement calme. Certains collègues avaient choisi de travailler à domicile à cause de la pluie. Evie, cependant, restait collée à son bureau, enfouie sous une pile imposante de dossiers. La routine familière. Café noir, cheveux soigneusement attachés, stylo rouge prêt. Elle appelait en plaisantant son travail, utiliser une loupe pour inspecter chaque centime. Mais aujourd'hui, au lieu des rapports secs habituels, elle se tourna vers le dossier Fremont Loom. Et étrangement, après seulement quelques pages, quelque chose la fit s'arrêter. Elle plissa les yeux, comparant deux feuilles presque identiques. Les descriptions étaient presque les mêmes. Les chiffres étaient parfaitement ronds, comme des beignets. Evie laissa échapper un léger rire. Et quand les beignets sont aussi dodus, ils sont forcément gras. Elle tourna plus loin, ses doigts tapotant inconsciemment sur le bureau. Une page portait un tampon officiel. À première vue,
cela semblait légitime. Mais lorsqu'elle examina les lettres pâles dans le coin inférieur droit, Evie se figea. Call and Tide Studio. Elle s'enfonça dans sa chaise. Pas possible, n'est-ce pas? Pourquoi le tampon du studio d'Adrian est-il dans ce dossier? La question la piqua comme une petite aiguille. Elle ne fit pas couler le sang, mais elle lui brûla à chaque fois qu'elle y pensait. Cet après-midi-là, un message d'Adrian apparut. Cours de danse latine ce soir. Vous avez 2 pieds gauches? J'ai besoin d'un partenaire qui puisse suivre mes désastres. Evie rit aux éclats. Son cœur criait, vas-y. Mais sa logique chuchotait, n'oublie pas le tampon pâle dans ses dossiers. Pourtant, à la fin, elle se présenta au studio de danse dans une robe simple, les cheveux attachés haut. L'instructeur cria, uno, do, tre. Evie fit un pas avec son pied gauche. Adrian fit aussi un pas avec son pied gauche. Le résultat, sa chaussure arborait maintenant une longue éraflure noire sur le bout. Vous essayez de tracer de nouvelles frontières, c'est ça? Evie lui lança un regard noir. Désolé, je promets que la prochaine fois, je ferai un pas plus léger. Adrian grimpa. Ce n'est pas une promesse. C'est une menace. Toute la classe éclata de rire. L'instructeur secoua la tête et les surnomma le « couple aux 2 pieds gauches ». Mais au moins, au milieu de la musique entraînante, Evie oublia ce tampon troublant pendant un moment. Quand elle rentra chez elle, Winston 2.0, le robot aspirateur avec 2 yeux mobiles collés dessus, se précipita sur sa cheville comme un chien de garde fidèle. Pas encore, soupira Evie. Le robot tourna sur ses roues, puis se jeta sur un ours en peluche à l'écharpe rouge sur le canapé. Avec un moteur grondant, il attaqua comme un soldat au combat. L'ours bascula, un œil en plastique se détachant, ressemblant à une victime malheureuse. Les mains sur les hanches, Evie gronda. Winston, tu es un assassin de peluche. Son téléphone vibra. Un autre SMS d'Adrian. Merci de m'avoir laissé vous marcher dessus. La prochaine fois, j'abaisserai le taux de dégâts à 10%. Evie renifla, tapant en réponse. Je documenterai ses progrès dans le rapport trimestriel. Elle posa le téléphone, mais son regard revint au dossier Fremont Loom sur la table. Soulevant une page, elle la tourna de manière à ce qu'elle soit sous la lampe de bureau. 3 factures, presque identiques en termes de somme, toutes portant le tampon de Call and Tide. Cela pourrait n'être qu'une coïncidence. Cela pourrait n'être qu'une redondance bureaucratique. Mais cela pourrait aussi être autre chose. Elle inspira profondément. Si elle demandait directement à Adrian, et s'il pensait qu'elle ne lui faisait pas confiance? Mais si elle ne demandait pas, la vérité pourrait ne jamais se révéler. Son travail n'était pas d'éviter les questions. C'était de trouver des réponses. Evie laissa le papier glisser sur la pile et s'appuya contre sa chaise. Dans le salon, Winston 2.0 maîtrisa finalement l'ours en peluche, bipant de victoire. Evie secoua la tête, à moitié amusée, à moitié exaspérée. Même le robot affronte les problèmes de front. Pourquoi est-ce que j'hésite? Elle ouvrit la fenêtre, regardant la pluie strier les lampadaires à l'extérieur. Les lampes se brouillaient dans la brume. Son cœur voulait s'accrocher à l'innocence qui avait commencé à germer au cours des dernières rencontres. Mais son travail continuait d'enfoncer une aiguille dans sa paume, une piqûre subtile lui rappelant que quelque chose n'allait pas. Evie ferma le dossier et le serra fermement contre sa poitrine. Demain. Je déciderai si je dois demander à Adrian ou non. Ce soir, cependant, elle laissa Winston 2.0 continuer ses actes héroïques contre les peluches, tandis qu'elle se permettait de s'endormir, toujours prise entre le doute et le désir, sans réponse claire. Salt and Story était plus animé que d'habitude ce soir-là. Dehors, la pluie venait de s'arrêter, des gouttelettes s'accrochant encore aux fenêtres, capturant la lueur dorée des lampadaires. Evie était assise à sa table habituelle près de la vieille étagère. Mira avait déjà commandé 2 bols de soupe aux palourdes, mais l'ami à l'esprit vif s'excusa. La cuisine a besoin de moi, clairement juste pour leur laisser l'espace. Adrian arriva un peu plus tard, les manches retroussées sur sa chemise, ses cheveux encore humides par la pluie. Il laissa tomber un épais portfolio de dessins près de sa chaise et sourit. Désolé, la réunion de construction a duré plus longtemps que prévu. Fremont Loom me fait toujours perdre la notion du temps. Evie hocha légèrement la tête. Elle avait préparé une question, mais face à ses yeux, les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle ne pouvait pas simplement lâcher,
Pourquoi le tampon de ton studio apparaît-il sur ces factures suspectes? Mais elle ne pouvait pas non plus faire comme si de rien n'était. Elle remua sa cuillère dans le bol et laissa échapper à la place, j'ai entendu dire que ce projet. C'est assez stressant, n'est-ce pas? Adrian expira honnêtement. Très stressant. Fremont Loom n'est pas juste un vieux bâtiment. C'est la mémoire de tout un quartier. Je ne peux pas le laisser s'effondrer à nouveau. Si les progrès ralentissent, les donateurs perdent courage, et les promoteurs qui rôdent à l'extérieur sont prêts à bondir. J'ai dû courir partout pour tout faire. Comptabilité, paperasse, juste pour maintenir le projet en mouvement. Evie écouta, son cœur s'adoucissant mais aussi souffrant. Était-ce pour cela qu'il avait signé ces documents? Juste pour maintenir les fonds? Une partie d'elle voulait le croire. Une autre partie lui rappela, ne laisse pas les émotions obscurcir ton jugement. Adrian essaya un léger sourire comme pour briser la tension. Parfois, je me dis que si j'avais une autre fausse femme pour organiser la paperasse, je serais beaucoup moins stressé. Evie rit, mais avant qu'elle ne puisse répondre, une voix perçante intervint. Oh, en parlant de mari et femme, je dois être arrivé au moment parfait. Lorraine apparut, les cheveux blonds scintillants, la robe rouge flamboyante. Elle se dirigea droit vers leur table, son regard balayant chaque détail. Bonjour, Adrian. Et épouse. Sa voix se fit moqueuse. Vous avez l'air si heureux ensemble. Je devrais le marquer dans mon calendrier. Anniversaire du couple de contes de fées. Evie se figea, son sourire raide. Le front d'Adrian se plissa légèrement. Lorraine, nous sommes en plein dîner. Oh, je ne veux pas déranger. Lorraine sortit une chaise et s'assit, dérangeant clairement. Je voulais juste offrir un petit rappel, Evie. Dans notre ligne de travail, les émotions sont dangereuses. Ne laisse pas un peu de confusion personnelle mettre ta carrière en péril, surtout quand tu auditais des projets sur lesquels certaines personnes à cette table ont mis leur vie en jeu, Evie leva les yeux vers elle. Chaque mot était comme une petite lame aiguisée, trop superficielle pour faire saigner, mais suffisante pour laisser des égratignures. La voix d'Adrian devint ferme. Lorraine, ça suffit. Mais Lorraine se levait déjà, ajustant son sac à main et lançant un sourire aussi doux que du sucre artificiel. Je ne fais que faire preuve de considération. Profitez de votre dîner. Souvenez-vous juste, entre votre cœur et vos feuilles de calcul, choisissez le bon. Elle s'éloigna, laissant derrière elle une traînée de parfum et un air tendu comme une corde. Evie resta silencieuse pendant un long moment. La cuillère dans sa main était devenue froide, mais sa poitrine brûlait d'une tempête d'émotions. D'une part, elle voulait rire des manières théâtrales évidentes de Lorraine. D'autre part, l'avertissement frappait sa plus grande peur. Si je laisse les sentiments interférer, vais-je échouer dans mon travail? Adrian rompit enfin le silence, sa voix plus douce. Ne l'écoute pas, Lorraine survit en semant le doute chez les autres. Fremont Loom représente tout pour moi, et je ne ferai jamais rien pour lui nuire. Fais-moi confiance. Evie le regarda droit dans les yeux, honnête, stable. Pourtant, l'ombre de Lorraine planait toujours dans son esprit comme une tache d'encre tenace. Elle prit une longue inspiration, réussissant un petit sourire, sa voix calme. J'ai besoin de plus de temps. Il y a des chiffres que je dois encore rapprocher. Une fois que je serai certaine, je te le dirai. Adrian hocha la tête, sans reproche, sans pression. J'attendrai. Quoi qu'il arrive, je veux que tu crois que je n'ai rien à cacher. Dehors, la bruine avait repris. Evie resserra sa prise sur la sangle de son sac. Le dîner était censé être léger et facile, mais maintenant tout ce qu'elle pouvait entendre dans sa tête, c'étaient les mots de Lorraine. Entre ton cœur et tes feuilles de calcul, choisis le bon. Le bureau de la fondation était exceptionnellement calme ce jour-là. Evie était assise seule devant la lueur de 3 moniteurs, ses doigts serrant un stylo rouge. Après des jours à peigner, comparer et vérifier chaque chiffre, l'aiguille de son audit avait atterri sur un endroit. 2,3 millions de dollars. 3 factures regroupées. Les mêmes descriptions, des montants identiques, émises à 2 semaines d'intervalle. Elle partageait tout un détail effrayant. Imprimé sur la machine de bureau de Cole & Tide. Evie ferma le dossier, se sentant comme si son cœur était pris en étau à l'intérieur. Chaque ligne sur la page semblait murmurer, cet homme n'est pas clair. Elle se dit, ne laisse pas les sentiments interférer. Tu es auditrice. Le travail est le travail.
Mais son cœur se rebella, tambourinant furieusement comme s'il refusait de l'accepter. Ce soir-là, elle rencontra Adrian dans un café tranquille au bord de la rivière. Il arriva avec son aisance habituelle. Col de chemise ouvert, main encore tachée de fusain par le croquis. Mais quand il vit le regard grave sur son visage, son sourire vacilla. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, tirant la chaise en face d'elle. Evie plaça le dossier sur la table, l'ouvrant page par page. Sa voix trembla légèrement, mais elle était ferme. « Peux-tu m'expliquer ceci ? 3 factures totalisant 2,3 millions. Tout imprimé depuis la machine de ton bureau. Et le tampon Call and Tide à un endroit où il n'a rien à faire. » Adrian se figea. Il se pencha sur la pile de papier, son visage se crispant. Après un long moment, il releva la tête, ses yeux bruns brûlants d'angoisse. « Evie, je te jure, je n'avais aucune idée que ces documents existaient. Je n'ai pas fait ça. » Evie serra son stylo plus fort, essayant de rester ferme. Mais l'encre ne ment pas. Le tampon est ici. Ton imprimante. Comment puis-je ignorer cela? Quelqu'un du studio aurait pu l'utiliser sans que je le sache. Adrian pressa une main contre son front. Je ne surveille pas chaque impression. Mais je n'ai jamais pris un centime de Fremont Loom. Sa voix se brisa sur les derniers mots. Mais Evie ne pouvait pas s'adoucir. L'avertissement de Lorraine résonnait dans son esprit. Ne laisse pas les émotions ruiner ta carrière. Elle ferma le dossier avec une inspiration sèche. Je dois rester objective. Je ne peux pas te défendre juste parce que nous avons partagé quelques soirées ensemble. Les yeux d'Adrian s'assombrirent. Il hocha légèrement la tête, comme un homme acceptant une sentence. Je comprends. Si tu dois choisir entre moi et ton travail, choisis ton travail. Mais crois-moi, Evie, la vérité éclatera. Il se leva, son ombre s'étirant longuement sur le sol, là où la pluie s'était infiltrée par l'embrasure de la porte. Evie ne l'arrêta pas. Cette nuit-là, Evie retourna dans la petite rue où se tenait Lantern Light. La vieille boutique restait scellée. Et comme toujours, la lanterne rouge à l'intérieur brillait faiblement, projetant sa chaleur obstinée dans la nuit. Mais cette fois, la lumière ne la réconforta pas. Elle ne fit que lui rappeler cet instant sous la pluie avec Adrian, sa main serrant la sienne. Elle monta sur le porche, fixant la lueur provocante pendant un long moment. Les larmes pressaient ses yeux, mais elle les repoussa. Avec une froide résolution, elle tendit la main vers l'interrupteur extérieur. La lanterne s'éteignit. Le coin sombra dans l'ombre. Son murmure se brisa contre sa propre gorge. Je ne peux pas laisser mon cœur m'égarer. Je dois rester objective. Soudain, la pluie se déversa à nouveau, fouettant la vitre. Evie se détourna, marchant dans la tempête, laissant derrière elle un porche obscurci et une lanterne morte, sa propre preuve silencieuse de la décision qu'elle avait prise. Ce matin-là, quand Evie entra dans le bureau de la Second Harbor Foundation, l'atmosphère était étrange. Les gens chuchotaient, les yeux rivés sur l'écran de leur téléphone. Patricia, la réceptionniste aux cheveux bouclés, lui lança un regard, puis ferma à la hâte un onglet d'actualité, comme si elle craignait qu'Evie ne voie. Que se passe-t-il? Evie fronça les sourcils. Personne ne répondit. Ce n'est que lorsqu'elle s'assit et ouvrit son ordinateur portable que le titre la frappa de plein fouet. L'architecte Playboy simule une femme pour couvrir le scandale financier de Fremont Loom. En dessous se trouvait une photo granuleuse, elle et Adrian à Salt and Story, riant, leurs mains se touchant presque. L'article déformait l'histoire au-delà de toute reconnaissance, Adrian paradant avec une fausse femme comme couverture parfaite, alors qu'en réalité, il aurait détourné des millions de fonds de donateurs. Le nom de l'auteur, Teddy Brooks. Un frisson parcourut l'échine d'Evie. Cet après-midi-là, une réunion d'urgence du conseil se tint dans la salle du conseil de la fondation. La directrice Morley posa le journal sur la table, sa voix tranchante et ferme. À la lumière de cette situation, Second Harbor n'a d'autre choix que de suspendre tous les décaissements pour Fremont Loom. Nous ne pouvons pas laisser sortir un seul dollar tant que les médias sont en émoi à cause de ce scandale. Quelqu'un prit la parole. Il est peut-être temps de reconsidérer la vente à Morrow Urban. Ils ont exprimé leur intérêt à acheter cette propriété depuis longtemps. Le cœur d'Evie chuta au sol. Morrow? Si cela se produisait, Fremont Loom deviendrait un complexe commercial étincelant, effaçant à jamais la mémoire du quartier.
Elle voulait protester, crier qu'Adrian n'était pas avide, que Frémont Loom méritait d'être sauvé, mais la voix de Lorraine résonnait dans sa tête. Ne laisse pas les sentiments ruiner ta carrière. Evie se mordit la lèvre fortement et resta silencieuse. Ce soir-là, Evie était assise à Salt and Story, la tête entre ses mains. Mira posa une tasse fumante de chocolat chaud devant elle, puis planta ses poings sur ses hanches. « Tu vas dire quelque chose ?» Evie soupira. « Je ne suis pas sûr. Il y a des documents, des documents, des documents. » Mira la coupa, son ton inhabituellement acerbe. « Evie, tu vis enterrée dans les chiffres, mais as-tu déjà regardé les gens? Adrian n'est pas ce genre d'homme. Je n'ai pas besoin de preuves. Je le vois. Et tu le vois aussi, seulement tu as trop peur de l'admettre. » Evie leva les yeux, stupéfaite par la colère qui brillait dans les yeux de son amie. Mira insista. « Ne perds pas un homme bien juste parce que tu as peur de te tromper. Certaines erreurs font bien plus mal, comme laisser partir quelqu'un qui mérite vraiment ta confiance. » Evie se mordit la lèvre, incapable de discuter. Elle se souvint de la chaleur de sa main sous l'auvent trempé de pluie, de son sourire maladroit sur la piste de danse, de la conviction stable dans ses yeux quand il jurait qu'il était innocent. Mais ensuite, tout aussi rapidement, l'image de ces 3 factures regroupées et du tampon de Studio Pâle refit surface. Silence. Le seul son dans le café était le bruit des couteaux de la cuisine de Mira. Evie serra le chocolat chaud, laissant la vapeur lui réchauffer les joues. Son cœur voulait croire, mais son esprit la forçait au silence. Cette nuit-là, quand elle retourna dans la rue où se tenait Lantern Light, Evie leva les yeux vers sa fenêtre sombre. La lanterne avait été éteinte la nuit précédente de sa propre main. Le coin avait maintenant l'air sans âme, tout comme elle se sentait, échouée à un carrefour, déchirée entre s'accrocher à la fois ou la laisser partir. La pluie recommença, des gouttelettes tapotant contre le trottoir. Evie resta là longtemps, sa main serrée sur la sangle de son sac, et dans son esprit, les mots de Mira résonnaient. « Ne perds pas un homme bien juste parce que tu as peur de te tromper. » Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Stories, nous vous invitons à nous rejoindre, là où chaque récit émouvant commence par la vérité, l'espoir et le cœur. La pluie de Seattle semblait interminable ces jours-ci. Evie était assise seule au bureau de la fondation, les yeux fixés sur la lueur du moniteur. Les dossiers Frémont Loom étaient toujours là, silencieux, comme pour la défier. Mais aujourd'hui, au lieu de relire ligne après ligne, elle plongea directement dans les fichiers originaux que les entrepreneurs avaient téléchargés dans le système. Elle ouvrit le dossier d'archives, le cœur battant. En théorie, les PDF étaient tous générés à partir d'un programme de comptabilité standard, mais lorsqu'Evie compara les métadonnées, quelque chose d'étrange apparut. Fichier 1. Créé le 18 décembre, 10h14. Fichier 2. Créé le 22 décembre, 14h05. Fichier 3. Créé le 24 décembre, 23h47. La veille de Noël. Qui travaille sur des registres financiers presque à minuit à Noël? Evie fronça les sourcils, tapotant son stylo contre le bureau. Un petit détail, mais pour elle, c'était comme une fissure dans un mur. Et quand il y a une fissure, il y a toujours quelque chose de plus grand à l'intérieur. Elle passa aux journaux de l'imprimante. La fondation était autorisée à surveiller à distance les appareils liés au projet Frémont Loom. Sur le registre, l'entrée apparut, CTPRN02. Heure d'impression, également le 24 décembre, 23h50. Evie se figea. Cette imprimante était bien celle de Cole & Tide, mais qui l'avait utilisée. 2 jours plus tard, grâce à un contact dans la gestion de l'immeuble où Cole & Tide louait leur bureau, Evie obtint une copie de la vidéo de sécurité de la veille de Noël. La vidéo tremblait légèrement sous la faible lumière jaune. Une silhouette entra, casquette de baseball tirée bas, épaules beaucoup plus étroites que celle d'Adrian. La personne brancha une clé USB et appuya sur imprimer. Le papier glissa, tamponné rapidement. Le visage était obscurci, mais le profil latéral était assez clair pour qu'Evie reconnaisse. Noah, le jeune architecte, l'assistant de confiance d'Adrian. Evie serra les poings. Une partie d'elle ressentit du soulagement au moins, ce n'était pas Adrian mais la colère et la déception jaillirent tout aussi fortement. Pourquoi Noah? Et pourquoi forger des documents qui pourraient pousser Adrian au désastre? Elle organisa une rencontre avec Noah dans un petit café au bout de la rue. Quand Evie entra,
Noah faillit renverser son latte sous le choc. À peine âgé de 20 ans, avec des taches de rousseur sur le visage, il ressemblait à un enfant pris la main dans le sac de biscuits. Salut, mademoiselle Evie, bégaya Noah, les yeux fuyants. Evie ne perdit pas de temps. Elle plaça la clé USB avec la vidéo sur la table, sa voix calme mais ferme. Veille de Noël, bureau de Call and Tide. Vous avez imprimé ces factures. Pourquoi? Le visage de Noah devint pâle, ses mains se tordant ensemble. Pendant un long moment, il respira difficilement, comme quelqu'un qui courait en montée, avant de murmurer, « Ils m'ont forcé. » Qui ça, il, insista Evie. Morrow Urban, le nom envoya un frisson dans l'échine d'Evie. Noah baissa les yeux, les mots se déversant en un flot. Les gens de Monsieur Morrow m'ont approché. Ils ont dit que tout ce que j'avais à faire était d'imprimer quelques papiers, d'ajouter le tampon, et en échange, j'obtiendrai une avance pour une nouvelle vie. Ils m'ont promis une bourse en Europe, un travail brillant. J'ai été faible. Les yeux d'Evie flamboyèrent, son cœur un nœud de fureur et de pitié. Vous rendez-vous compte de ce que vous avez fait? Vous avez jeté Adrian, votre propre patron, dans un piège. Il a été qualifié de détourneur de fonds et Frémont Loom est sur le point d'être englouti. Les larmes montèrent aux yeux de Noah. Je sais, je le regrette tellement. Mais quand ils ont mis l'argent devant moi, j'ai paniqué et je l'ai pris. Je n'ai jamais pensé que ça dégénérerait comme ça. Je pensais que ce n'était que quelques feuilles de papier. Evie prit une profonde et douloureuse inspiration. Pendant tout ce temps, elle avait douté d'Adrian, lui avait tourné le dos, alors que la vraie trahison venait de ce jeune homme. Sa voix trembla. Vous devez dire la vérité. Les preuves, les transactions, tout. C'est le seul moyen de disculper Adrian et de sauver Frémont Loom. Noah secoua la tête frénétiquement, terrifié. Si je parle, ils vont me détruire. Monsieur Morrow. Il peut mettre fin à ma carrière avant même qu'elle ne commence. La main d'Evie se crispa en un point. Pensez-vous que rester silencieux sauvera votre carrière? Ce que vous tenez n'est pas une bourse. C'est une sentence. Non seulement pour Adrian, mais pour vous-même. Noah se mordit la lèvre, les yeux brouillés. À ce moment-là, il ne semblait pas plus vieux qu'un enfant perdu pris dans une tempête trop grande pour lui. Sur le chemin du retour, Evie resserra son imperméable, marchant à travers des flaques qui scintillaient sous les lampadaires. Dans son esprit, les voix s'entrechoquaient. La confession secouée de Noah, le regard brisé d'Adrian face au dossier, le vif reproche de Mira. Ne perds pas un homme bien juste parce que tu as peur de te tromper. Elle savait qu'elle ne pouvait plus rester silencieuse. Ce que Noah avait révélé n'était pas une erreur. C'était un stratagème. Et si elle rassemblait les fragments, la vérité ferait surface. Pourtant, la culpabilité pesait toujours lourdement sur sa poitrine. J'ai douté de lui. C'est moi qui ai éteint la lanterne la plus brillante. Evie s'arrêta au coin où se tenait Lanterne Light. La boutique était sombre, sans vie. Des gouttes de pluie tapotaient contre l'auvent. Elle resta là longtemps, la main serrée sur l'interrupteur extérieur. Mais elle la retira. Pas encore, murmura-t-elle. La lanterne brillera à nouveau. Quand la vérité le fera. 2 jours plus tard, le petit café au bout de la rue sentait toujours légèrement la cannelle et jouait de vieilles mélodies de Noël. Evie était assise en face de Noah à nouveau, la clé USB argentée posée entre eux comme une petite bombe. Il tremblait, les doigts tordus fermement ensemble, les yeux fuyant partout sauf les siens. Noah, dit lentement Evie, sa voix stable mais ferme. Si vous me remettez tout, email, registre de transfert et le contrat original de relations publiques que Lorraine a rédigé, vous aurez toujours une chance de réparer cela. Si vous le gardez, cela ne fera que vous entraîner plus loin. Noah secoua la tête, sa voix se brisant. J'ai peur. Ils vont me détruire. Lorraine, Morrow. Ils ont du pouvoir. Je ne suis qu'un stagiaire. Evie posa légèrement sa main sur la clé USB, son regard inébranlable. Pensez-vous vraiment qu'ils vous épargneront? Quand tout éclatera, ils auront besoin d'un bouc émissaire. Et ce bouc émissaire sera vous. Adrian porte déjà le blâme pour vous. Allez-vous vraiment rester là à regarder l'homme qui vous a fait confiance se faire enterrer vivant? Noah cligna rapidement des yeux, des larmes brillant dans la lumière jaune et chaude. Après une longue pause,
il sortit une enveloppe froissée de son sac. À l'intérieur se trouvaient des documents imprimés et une seconde clé USB. Voici le contrat. Je l'ai sauvegardé parce que j'avais peur qu'il me trahisse aussi. Loren a écrit les directives pour la campagne de diffamation. Et ici, il posa quelques feuilles de plus. Des bordereaux de virements bancaires, clairement marqués de paiement libellé, avance pour bourse européenne. Evie expira de soulagement. Elle rassembla tout dans le dossier, se sentant à la fois plus légère et plus lourde. Une seule chose restait. Adrian devait savoir. Ils se rencontrèrent au studio Call & Tide, les murs tapissés d'énormes dessins. Adrian en émergea, les yeux cernés par l'épuisement, mais portant toujours une résolution dure. Quand il vit Noah traîner derrière Evie, il se figea. Noah. Un seul mot, lourd comme une pierre. Noah garda la tête baissée, les lèvres tremblantes. Evie fit un petit signe de tête à Adrian, l'exhortant, « Écoute-le ». Adrian s'approcha, s'arrêtant juste devant son jeune protégé. Pas de cris, pas de rage. Juste une question rauque. Pourquoi? Le silence s'installa, épais comme un rideau. Chapitre 6, la confession de la fissure. Noah s'effondra, sanglotant, les épaules secouées. J'ai été faible. Ils m'ont promis une bourse, un emploi prestigieux et une nouvelle vie. J'ai vu l'argent, l'opportunité, et j'ai eu peur de ne jamais l'obtenir si je restais assistant pour toujours. Je t'ai trahi. Des larmes éclaboussèrent la feuille de plan étalée sur la table, s'étalant en taches sombres. Adrian le fixa tranquillement, son visage sculpté par une profonde déception, mais quand il parla, sa voix était plus douce. Noah, si tu étais venu me voir dès le début, j'aurais pu trouver un moyen de t'aider. Au lieu de ça, tu as pris le raccourci, et ça a poussé Frémont Loom droit dans la gueule du loup. Comprends-tu que tu as failli tuer toute une mémoire? Noah eut un hoquet et s'effondra sur une chaise. Je suis désolé. Je n'attends pas de pardon. Juste. S'il te plaît, donne-moi une chance de réparer ça. Je te remettrai toutes les preuves. Je témoignerai. Je dénoncerai Moreau et Loren. Juste. Ne me laisse pas tout perdre. Evie posa sa main sur son épaule, douce mais inflexible. Les chances ne tombent pas du ciel, Noah. Tu dois te lever et te battre pour elle. C'est la dernière que tu auras. Après ça, soit tu te sauves, soit il ne restera plus rien. Adrian resta silencieux, puis se détourna, s'appuyant contre la table, fixant la fenêtre striée de pluie. Après un long moment, il fit un léger signe de tête. Commence par dire la vérité. Toute la vérité. Noah essuya ses larmes, tremblant encore, mais ses yeux s'illuminèrent d'une lueur fragile, comme si une bouée de sauvetage venait de lui être lancée. Chapitre 7, la lanterne et le cœur. Quand Noah fut finalement parti, seuls Evie et Adrian restèrent. La pluie murmurait contre l'auvent extérieur, se mêlant au bourdonnement régulier du traceur dans le coin. Evie posa le dossier sur le bureau, rencontrant le regard d'Adrian. Tu vois? Ce n'était pas toi. Ils ont tendu le piège. Je suis désolé d'avoir douté de toi. Adrian se retourna, ses yeux fatigués mais porteurs d'une lueur de soulagement. Tu faisais ton travail. Je ne t'en veux pas. Mais, Evie, merci d'avoir traqué la vérité. Je pensais que tout était fini. À cet instant, leurs yeux s'accrochèrent. Aucune défense, aucun mur. Juste la vérité mise à nu, et une confiance nouvelle, fragile mais féroce, s'élevant à sa place. Evie sourit faiblement, le poids sur ses épaules se levant enfin. Pour la première fois depuis des semaines, elle sentit la lanterne qu'elle avait éteinte en elle-même commencer à briller à nouveau. Le mardi matin, le bureau de la Fondation Second Harbor bourdonnait d'une énergie inhabituelle. Patricia, la réceptionniste aux cheveux bouclés, luttait pour porter un lourd carton qu'elle laissa tomber sur le bureau d'Evie. C'est pour toi, Evie. Ton nom est dessus. Expéditeur, Winston Cole. On dirait des livres. Des livres? Evie fronça les sourcils. Oui. L'étiquette dit, Club de lecture La Lumière de la Lanterne. Je pense qu'un vieux club de lecture communautaire est toujours dans notre système. Patricia haussa les épaules et s'éloigna. Evie se figea. La Lumière de la Lanterne. La librairie de sa mère. L'endroit où, de nombreux après-midi,
sa mère lisait des contes de fées aux enfants du quartier. Après le décès de sa mère, la boutique était restée silencieuse. Mais clairement, le nom du club persistait encore dans la base de données communautaire. Et maintenant, le colis avait été réacheminé à la fondation à son nom. Ses mains tremblèrent alors qu'elle déchiquetait le ruban adhésif. À l'intérieur, il y avait une pile de livres. Des romans classiques, des histoires pour enfants, de la vieille poésie. Exactement le genre de livre que sa mère stockait autrefois sur les étagères en bois. Tout en haut, il y avait une note manuscrite. Pour le club de lecture du week-end. Lumière de la lanterne. Winston Cole. Evie resta figée. L'écriture était trop familière. Trop distincte. La légère inclinaison vers la droite. La longue barre sur la lettre T exactement comme l'écriture qu'elle avait vue Adrian griffonner sur ses croquis d'architecture. Presque personne n'écrivait de cette façon. Cole. Son nom de famille. Winston. Le même mystérieux personnage qui avait payé la facture d'électricité pour maintenir la lanterne allumée. Son cœur battait la chamade. Une tempête de confusion et de lumière. Winston Cole pouvait-il être lui? Cet après-midi-là, elle envoya un message. Evie, j'ai besoin de te demander quelque chose. Pas à propos des dossiers. On peut se voir? Adrian, sur le ferry de Bainbridge? Quand j'ai l'esprit confus, je vais vers l'eau. Evie. D'accord. Chapitre 8, lumière dans la pluie. Le pont du ferry était balayé par le vent. La pluie embrumait l'étendue grise de l'eau. La ville rapetissait au loin derrière eux. Evie et Adrian se tenaient près de la balustrade, chacun tenant une tasse de café fumante. Seattle pluvieuse, dit Adrian avec un léger sourire. Cela semble toujours faire ressortir nos soucis. Evie inspira profondément, puis parla sans détour. J'ai reçu une boîte de livres adressée à la lumière de la lanterne. À l'intérieur se trouvait une note signée W. Cole. J'ai reconnu l'écriture. Elle se tourna pour lui faire face complètement. Winston, c'est toi, n'est-ce pas? Adrian resta silencieux pendant quelques secondes, le vent soufflant ses cheveux sur son front. Finalement, il posa sa tasse sur la balustrade, sa voix basse. Oui, Winston, c'est moi. Mais en fait, c'était le nom d'un chat que j'avais à l'école d'architecture. Un tabi gris, un gros ventre et une tête qui avaient toujours l'air désolés. Les nuits de pluie, il s'allongeait sur ma poitrine en ronflant. Et d'une certaine manière, je me sentais moins seul. J'ai commencé à utiliser son nom pour signer les petites choses que je faisais. Envoyer des livres, payer une vieille facture d'électricité, empêcher certaines lumières de s'éteindre. Evie le regardait, stupéfaite. Il n'avait pas essayé de se vanter, ni de réclamer de la gratitude. Il avait simplement maintenu tranquillement certains endroits allumés parce qu'il croyait qu'il le méritait. Tu ne savais pas. La lumière de la lanterne appartenait à ma mère? Demanda-t-elle doucement. La tête d'Adrian se releva brusquement, ses yeux écarquillés. Quoi? C'est vrai, acquiesça Evie, sa voix tremblante. Ma mère possédait la boutique. Elle est décédée il y a 3 ans. Depuis, elle est fermée. Mais chaque fois qu'il pleuvait, je voyais la lanterne rouge briller. Je n'ai jamais compris pourquoi. Maintenant, je sais. C'était toi. Adrian s'immobilisa. Le vent fouettait son manteau, mais il ne bougeait pas. Mon Dieu, murmura-t-il. Je pensais préserver un morceau de la mémoire de la ville. Je ne savais pas que je tenais à la tienne. La gorge d'Evie lui faisait mal. Maman disait toujours, chaque fois qu'il pleut, allume la lanterne pour que les perdus puissent retrouver leur chemin vers la maison. La nuit où je l'ai éteinte, j'ai pensé que cela me rendait plus forte. Mais en réalité, cela a juste rendu tout plus sombre. Adrian regarda l'eau. Au loin, un phare scintillait faiblement à travers la pluie. Les lanternes ne sont pas faites pour les jours ensoleillés. Elles sont faites pour la pluie. Et l'amour est le même. Les yeux d'Evie brillèrent. Tu as caché ton vrai nom parce que tu ne voulais pas que je pense que tu me faisais une faveur. Il hocha la tête, sa voix rauque. Je ne voulais pas que toi ou qui que ce soit pense que je le faisais pour des remerciements. Je voulais que la lanterne brille parce qu'elle méritait de briller, pas parce qu'un architecte nommé Cole avait besoin qu'on se souvienne de lui. Evie laissa échapper un rire tremblant à travers ses larmes. Je pense que ma mère t'aurait aimé.
Adrian se tourna vers elle, surpris, puis s'adoucit. Je l'espère. Du moins, elle avait bon goût. Parce qu'elle t'a laissé à ce monde. Elle rit et lui donna un coup de poing joueur sur l'épaule. Puis, sans qu'il ne reste plus rien entre eux, ils se tinrent tranquillement sous la pluie, leurs mains s'effleurant. Lorsque le ferry accosta, ils retournèrent dans la rue où se trouvait la lumière de la lanterne. L'auvent était humide, la porte vitrée poussiéreuse. Evie posa sa main sur le même interrupteur qu'elle avait une fois éteint. Elle chuchota, pour les perdus, afin qu'ils puissent toujours retrouver leur chemin, et l'alluma. La lanterne rouge s'embrasa, projetant une lueur dorée sur les marches trempées par la pluie. Le coin entier sembla renaître. Adrian regarda la lumière, puis elle. Sans un mot de plus, il attira Evie dans ses bras. Leur première étreinte, après tous les doutes, après toute la glace, fondit maintenant en chaleur. Evie ferma les yeux et se reposa contre sa poitrine. Elle sut avec certitude qu'à partir de ce moment, cette lanterne ne s'éteindrait plus jamais. Chapitre 9, la vérité éclate le vendredi matin, Teddy Brooks était assis dans son petit appartement, un ordinateur portable élégant devant lui, et une clé USB en argent terne posée à côté. Il l'avait reçue d'Evie la nuit précédente, accompagnée d'une seule phrase percutante, « Tu veux être un vrai journaliste, pas juste un auteur de clickbait ?» C'est ta chance. Teddy hésita. En tant que journaliste pigiste, il avait longtemps été critiqué comme étant moitié rumeur, moitié vérité. Mais ce qui se trouvait sur cette clé USB, un enregistrement audio d'une réunion interne de relations publiques chez Morrow Urban, pouvait tout changer. Il appuya sur play. La voix de Lorraine résonna, claire et froide. Nous allons marteler l'image d'Adrian Cole comme un coureur de jupons, monter l'histoire d'une fausse femme pour que le public le voie comme une fraude de bout en bout. Les foules adorent le drame, adorent le scandale. Une fois que cela se répandra, personne ne se souciera plus de Fremont Loom. Une pause, puis une autre voix demanda, « Et si quelqu'un vérifie les dossiers financiers réels ?» Lorraine eut un rire aigu. « Nous n'avons besoin que d'assez de temps pour que Morrow s'empare du projet. D'ici là, qui se souciera de savoir qui avait tort ou raison ?» Teddy ferma les yeux, tremblant de partout. C'était la vérité qu'il devait publier. Sans une seconde de doute supplémentaire, il ouvrit un document vierge et tapa le titre « La vérité derrière le scandale Fremont Loom, une campagne de relations publiques sale par Lorraine et Morrow ». L'article fut mis en ligne à 9 heures. En quelques heures, les médias sociaux explosèrent. Des centaines de partages. Des milliers de commentaires furieux. Des résidents qui se souvenaient avoir assisté à des sessions de lecture à la lumière de la lanterne ou être passés devant Fremont Loom, firent entendre leurs souvenirs et leur désir de voir le bâtiment préservé. Une pétition en ligne apparut, « Sauver Fremont Loom. Restaurer la vérité dans la ville ». En seulement 24 heures, elle recueillit plus de 25 000 signatures. Les chaînes de télévision locales reprirent l'histoire, rediffusant de vieilles images. Fremont Loom à son apogée. Des ouvriers du textile souriant à leur métier à tisser. Le quartier animé avant qu'il ne soit abandonné. La pression publique monta en flèche. Le conseil d'administration de la fondation Second Harbor fut contraint de tenir une réunion d'urgence. Le directeur Morley se tint devant le microphone et déclara « Nous rétablissons officiellement les décaissements pour Fremont Loom. La vérité est maintenant claire. Le projet a été sali par des tactiques médiatiques contraires à l'éthique. La fondation ira de l'avant avec Cole et Tide pour préserver ce site historique. » Dans la salle de conférence, Evie resta figée. Elle avait eu peur jusqu'à la toute dernière minute. Mais maintenant, c'était comme si une pierre avait été soulevée de ses épaules. Adrian se tourna vers elle, ses yeux doux. « Tu l'as fait. » À travers la ville, Lorraine bouillait de rage en lisant l'article de Teddy. Mais les enregistrements audio, le contrat de relations publiques noir sur la clé USB et le témoignage de Noah, tout cela se dressait contre elle. Morrow Urban s'empressa de donner une conférence de presse. Monsieur Morrow, le visage pâle, lut une déclaration. Nous nous excusons auprès de la communauté pour la mauvaise gestion de l'information. Nous mettons fin à notre contrat avec Lorraine Phelps et coopérons pleinement à l'enquête. Les journalistes lancèrent des questions. Votre entreprise a-t-elle délibérément diffusé de fausses informations pour s'emparer de Fremont Loom? Morrow esquiva, mais son évasion ne fit qu'attiser davantage la colère du public. Le sort de Lorraine fut plus dur. La direction la renvoya cet après-midi même. Alors qu'elle sortait du bâtiment, une foule de photographes l'assaillit,
les flashs explosant. Le visage autrefois fier était maintenant vidé, ses yeux creux. Après des nuits d'insomnie, Noah accepta finalement de coopérer avec les enquêteurs. Il soumit tous les courriels et les dossiers de transfert, et confirma que Lauren l'avait approché, l'avait contraint à signer et l'avait attiré avec de fausses promesses de bourse. Lors d'une réunion interne chez Cole & Tide, Adrian s'assit en face de lui, la voix calme mais inflexible. « Noah, je t'ai demandé pourquoi. Je pense que maintenant je sais. Mais tu dois répondre pour toi-même. Veux-tu qu'on se souvienne de toi comme d'un traître, ou comme de quelqu'un qui a trouvé le courage de réparer les choses ?» Noah craqua, s'effondrant sur la table. « Je vous implore une chance. Je ferai tout. Témoigner. Remettre toutes les preuves. Nommer Moreau et Lauren. Juste s'il vous plaît, ne me laissez pas tout perdre. » Adrian posa une main sur son épaule, ses yeux lourds de chagrin mais fermes. « La chance est là. Ne la gâche plus. » Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière les nuages, Evie et Adrian se tenaient ensemble devant Fremont Loom. Le vieux bâtiment était toujours strié de mousse, ses fenêtres brisées captant la faible lumière dorée. Mais maintenant, des dizaines de citoyens s'étaient rassemblés, tenant des pancartes. Sauvez Fremont Loom. Ne laissez pas Moreau effacer nos mémoires. Un groupe d'étudiants jouait de la guitare, chantant un vieil air autrefois entendu dans les halls du textile. Une femme âgée aux cheveux argentés sourit à travers ses larmes. « J'ai travaillé ici. Je n'aurais jamais pensé vivre assez longtemps pour voir Loom reprendre vie. » Evie serra la main d'Adrian. « Tu entends? La ville est avec nous. » Il hocha la tête, les yeux brillants d'une conviction renouvelée. « Pas seulement nous. Cette vérité appartient à tout le monde. » Cette nuit-là, Teddy appela. Sa voix était un mélange d'excitation et d'émotion. L'article est le plus lu ce mois-ci. Mais plus important encore, les gens recommencent à croire que le journalisme peut exposer la vérité, pas seulement colporter des ragots. Merci, Evie. Merci, Adrian. Evie sourit et répondit, non, Teddy. Tu as choisi le chemin le plus difficile, celui de dire la vérité. La ville en avait besoin. Le jour suivant, la fondation Second Harbor resigna son contrat avec Cole & Tide. De nouveaux décaissements furent approuvés immédiatement. Fremont Loom était officiellement sauvé d'être vendu. Dans la salle de conférence, Evie présenta les plans financiers révisés. Adrian se tenait à l'extrémité de la table, la regardant tranquillement, la fierté clairement visible dans ses yeux. Elle réalisa alors qu'ils n'avaient pas seulement sauvé un bâtiment. Ils avaient restauré la confiance dans la ville et en eux-mêmes. Chapitre 10, l'aube de Fremont Loom. Cette nuit-là, Evie retourna à la rue de la Lumière de la Lanterne. La lanterne rouge brillait depuis la veille au soir, mais elle voulait la revoir une fois de plus. Alors qu'elle montait sur le porche, elle trouva Adrian déjà là, les mains dans les poches de son manteau, contemplant la lumière. « Demain, tout sera officiel, dit-il. » Lauren évincée, Moreau forcé de s'excuser, la fondation rétablissant son soutien. Mais plus que ça, Fremont Loom revivra. Et moi, il fit une pause, ses yeux s'adoucissant. Je n'aurai plus à porter ça seul. Evie sourit, s'approchant. Parce qu'à partir de maintenant, nous allons garder cette lanterne ensemble. Il se tourna et pour la première fois dans la nuit humide et froide de Seattle, Evie n'hésita pas. Elle l'entoura de ses bras la première. Adrian la serra contre lui, ne laissant aucun espace entre eux. La lanterne rouge brillait au-dessus, projetant son ombre longue sur le trottoir mouillé. La ville dehors goûtait encore de pluie. Mais dans le cœur d'Evie, une vérité brillait clairement. Garder une lanterne allumée sous la pluie n'était pas seulement un devoir. C'était de l'amour. Ce matin-là, Seattle n'ébouriffa pas la ville avec une averse grise, mais saupoudra seulement un mince voile de brume, comme un highlighter chatoyant sur une joue. Les rayons de soleil égarés décidèrent d'apparaître, grimpant sur le bord du nouveau toit en métal, touchant les vitraux du hall de Fremont Loom et se brisant en petits arcs-en-ciel. Sur la place, les gens s'étaient déjà rassemblés depuis que les cloches de l'église voisine avaient sonné 8 heures. Des camions de restauration alignés en rangée. Gaufres, hot-dogs, café chaud, cacao garni de crème. Un orchestre de lycée accordait ses instruments. L'air était festif, animé, impatient, comme si toute la ville avait pris une profonde inspiration juste pour célébrer. À 9 heures précises, la symphonie des cloches retentit. Du clocher nouvellement restauré,
le premier coup retentit, puis le deuxième, puis le troisième, se mêlant aux applaudissements des enfants, au déclic de l'obturateur de l'appareil photo de Teddy. Les visages se levèrent vers le ciel alors que le vitrail, toujours saupoudré d'une pluie douce, captait la lumière du soleil et la dispersait en fragments chauds. Mieux que je ne l'imaginais, dit Mira, enfilant un bandeau avec des oreilles de lapin tout en distribuant des programmes. Elle fit un clin d'œil à Evie. C'est l'heure de jouer les hôtesses. Evie sourit. Aujourd'hui, elle portait une robe bleu profond avec un trench coat crème. À l'intérieur d'elle, il y avait de la nervosité, du bonheur et le sentiment qu'elle touchait la version la plus lumineuse d'elle-même. Après tout, ce jour était arrivé. Adrian s'approcha, portant une chemise blanche, un gilet anthracite et une cravate lâchement nouée. Sa simple présence attirait les plus âgés vers lui. Voici l'architecte. Il s'inclina, son visage à la fois fier et humble. Quand ses yeux rencontrèrent ceux d'Evie, la place sembla trop calme. Un léger hochement de tête, un sourire à peine caché, une salutation douce. Nous l'avons fait. Nous, répéta Evie, son cœur prêt à exploser de confettis. Une estrade en bois se tenait devant les portes principales. Le ruban pour la cérémonie n'était pas en plastique, mais une bande de tissu fait main tissée à partir de fils récupérés par d'anciens ouvriers, maintenant cousus en quelque chose de nouveau. Lorsque le maître de cérémonie la présenta, Evie s'avança. Elle regarda par-dessus le microphone, attrapant non pas tant la silhouette de sa mère dans la foule que le sentiment tendre qu'elle avait toujours lorsqu'elle était sur le point de faire quelque chose de mémorable. La voix d'Evie retentit clairement, sans effort. Quelqu'un a demandé un jour, pourquoi garder un vieux bâtiment au lieu d'en construire un nouveau? Ma réponse est, les maisons gardent les souvenirs. Ici, il y avait le bruit des métiers à tisser, des rires pendant les pauses, de la sueur et des rêves pressés dans chaque brique. Elle fit un geste vers le couloir vitré. Des photos en noir et blanc du Loom à son apogée, entrecoupées de clichés de restaurateurs ponçants, peignant, ajustant de minuscules fragments du passé réchauffant le présent. Mais si les souvenirs ne restent qu'à l'intérieur des murs, ils se transforment en poussière. Les gardiens d'une maison, c'est nous. Nous la maintenons en vie en y entrant, en lisant, en apprenant, en riant, en jouant, en démarrant des clubs et en continuant l'histoire à notre manière. À partir d'aujourd'hui, Fremont Loom appartient à tout le monde. Du bébé avec son premier livre d'images à la grand-mère racontant un dernier conte le soir. Les applaudissements éclatèrent. Quelqu'un siffla. Un garçon brandit une pancarte en carton, Fremont Loom égale deuxième maison. Evie sourit, clignant rapidement des yeux pour ne pas essuyer ses larmes. Et une chose de plus, dit-elle, merci à tous ceux qui ont signé, qui ont partagé, qui se sont tenus sous la pluie pour le protéger. Merci à ceux qui ont été assez courageux pour réparer les choses. Merci à celui qui a gardé les lumières allumées pendant la tempête. Cette ville est belle parce que nous croyons les uns aux autres. Le meilleur moment arrive, marmonna Teddy derrière son objectif. Il jeta un coup d'œil à ses collègues, plaisantant. D'accord, titrez ça, mais ne le rendez pas trop niais. Ou en fait, allez-y, rendez-le niais. Evie recula d'un demi-pas, Adrian s'avança. Sans micro, il tendit la main. Devant la communauté, il prit la main d'Evie. Plus de fausses femmes. Plus de simulation. Les applaudissements rugirent. Quelqu'un cria « Embrassez-vous, embrassez-vous ». Mira tira la langue et fit une grimace ridicule à la foule. Calmez-vous, le ruban d'abord. Le couteau de cérémonie étincela. Ensemble, Evie et Adrian coupèrent la bande tissée. Alors que le tissu se fendait, le clocher sonna une fois comme un battement dans le temps. Les grandes portes s'ouvrirent, déversant une lumière dorée. Fremont Loom, ouvert. À l'intérieur du grand hall, les gens se déversèrent comme une brise fraîche. Des étagères à hauteur d'épaule regorgeaient de tout, des pièces de Shakespeare au manuel de jardinage sur balcon. Au centre, un espace de coworking de tables en bois pâle, de chaises rembourrées, de prises de courant soignées, comme pour chuchoter, asseyez-vous et écrivez quelque chose de gentil. Le coin est, l'espace de lecture pour enfants, était une explosion arc-en-ciel de joie. Des coussins en forme de nuages, un tapis moelleux blanc, des étagères peintes en mini arc-en-ciel. Et au milieu, Winston 2.0. Le légendaire robot aspirateur est maintenant habillé de pied en cap par Mira. Des yeux 3 fois plus grands, de longs cils, de fausses moustaches et une casquette de baseball. Un petit panneau indiquait « Sir Winston, gardien des ours en peluche, aspirant toutes les peurs ».
Les enfants l'encerclèrent, scandant « Winston, Winston ». Le robot grogna de manière ludique, roulant après une balle en tissu que Mira avait lancée. Un garçon se retourna, « Mademoiselle, est-ce qu'il mange les crayons ?» Evie répondit sérieusement, « Seulement les miettes de biscuit. » Les enfants hurlèrent de rire. « On peut lui mettre des yeux encore plus grands ?» demanda une fille. « Oh, laissez-moi voir si j'ai des extra grands, » dit Mira, sortant d'énormes yeux de son sac. Les enfants applaudirent comme s'ils avaient vu de la magie. Winston 2.0 cligna de ses nouveaux yeux surdimensionnés, l'air signé qu'Adrian dut se cramponner à une étagère pour ne pas s'effondrer de rire. Noah se tenait à la porte avec hésitation, tenant une boîte de livres. Evie hocha la tête. Il sourit, entra, plaça la boîte dans le coin des enfants et chuchota à un enfant, « Veux-tu que je raconte l'histoire de l'arbre heureux ?» L'enfant hocha la tête avec impatience. Parfois, les secondes chances commencent par une voix hésitante mais chaleureuse. Dans le couloir se trouvait la lumière de la lanterne, une petite pièce lambrissée avec une lanterne rouge accrochée à sa porte. Une plaque sculptée indiquait « Salon de lecture, la lumière de la lanterne ». Evie la toucha, ravie, comme si elle retrouvait une vieille maison après un long voyage. Elle regarda Adrian. Il sourit, faisant un geste. « Vas-y, ouvre-la. » Evie rassembla un groupe d'enfants, ouvrit le livre Le vilain petit canard et commença à lire, sa voix un peu maladroite mais pleine d'entrain. Les mères se firent des signes de tête. Bonne conteuse. Pendant ce temps, Teddy filait partout, prenant des photos d'un vieux tisserand touchant le métier à tisser exposé, interviewant un couple prenant des selfies devant les vitraux. Son article s'ouvrirait probablement par « Un matin, la ville s'est souvenue qu'elle avait un cœur ». Dans le hall, des bénévoles distribuaient des badges brodés avec des slogans « Équipe Loomer »,« Gardons les lumières allumées »,« L'équipage de Winston ». Tout le monde riait en les épinglant. Adrian attacha secrètement un minuscule badge en forme de lanterne sur le manteau d'Evie. Elle cligna des yeux. « C'est beau. »« C'est pour qui ?»« Pour celle qui illumine le plus les choses. » En milieu de journée, la pluie s'était arrêtée. La lumière du soleil filtrait à travers les vitraux, peignant des rayures roses, bleues et jaunes sur les épaules des passants. L'orchestre étudiant descendit au rez-de-chaussée, jouant un Do Here Comes the Sun. Les enfants se balançaient, les adultes applaudissaient et Winston 2.0 glissait inexplicablement en rythme. Evie signait la carte de remerciement de l'organisateur lorsqu'elle sentit une main glisser dans la sienne. Elle se retourna. Adrian. Il ne dit rien, se contentant de tenir sa main, chaude et ferme. Quelques caméras capturèrent l'instant. Au lieu de haut, la foule applaudit joyeusement, comme si tout le monde attendait ça. Mira siffla taquinement. « Mon Dieu, je pensais que cela n'arrivait que dans les films de vacances. »« Quel film ?»« C'est une série, » dit Teddy, ne quittant jamais son objectif. La saison 2 s'ouvre sur des cloches et des yeux de robot XXL. Adrian se pencha, chuchotant de sorte que seule Evie puisse entendre par-dessus la musique. Si je devais faire semblant d'une dernière chose, il fit une pause, son regard assez profond pour lui retourner l'estomac. Je ferai semblant d'être calme quand tu es à côté de moi. Evie rit, les joues brûlantes. Tu fais bien semblant, mais ta main tremble. C'est parce que l'orchestre joue vite, argumenta Théil de manière peu convaincante. C'est ça, hocha-t-elle la tête sérieusement. Vite comme le cœur de quelqu'un qui dit quelque chose d'important. Plus de mots n'étaient nécessaires. Leurs regards se rencontrèrent, une proposition cachée suffisante sans s'agenouiller ni boîte à bagues. Juste la bonne personne, le bon jour, la bonne lumière. Mira arriva comme une bourrasque, fourrant 2 gaufres chaudes dans leurs mains. Mangez, puis dirigez-vous vers la place. Il commence un cercle de danse gratuit. Quiconque rate un pas se fera pourchasser par Winston 2.0 nettoyant ses empreintes. Les enfants entendirent Winston et crièrent « Winston, Winston ». Le robot grogna et fila après une bulle de savon dérivante. Toute la pièce éclata de rire. Evie mordit dans sa gaufre, du sucre glace saupoudrant son nez. Adrian l'essuya avec son pouce, les yeux triomphants comme s'il avait résolu un puzzle difficile. Voilà, sucre illégal confisqué. Oh, s'il vous plaît, lança Evie, mais son cœur fondit comme du glaçage. Au crépuscule, la place devint une piste de danse. Un grand cercle se forma avec l'orchestre étudiant jouant des rythmes latins. Uno, do, tre, le décompte retentit. Evie regarda Adrian.
Tu te souviens, 2 pieds gauche. Bien sûr, répondit-il. Mais aujourd'hui, j'ai entraîné un pied droit et demi. Ils se lancèrent dans le cercle. Cette fois, pas de pas sur les chaussures, ou si c'était le cas, c'était avec amour. La foule applaudissait au rythme. Les lumières des vitraux au-dessus vacillaient comme une discothèque de contes de fées. Près du porche, une deuxième lanterne s'alluma à la lumière de la lanterne. Mira annonça, lanterne jumelle, double chance. Teddy décliqua, marmonnant, photo de couverture assurée. Noah souleva un enfant, lui apprenant à compter une eau, d'os, trait dans son accent maladroit, faisant rire la mère de manière incontrôlable. Un vieil homme brandit son badge d'ouvrier du métier à tisser de 1968, se vantant, je suis de retour en tant que gérant de la salle d'échecs. La foule applaudit comme s'il avait décroché l'emploi de ses rêves. Le ciel s'éclaircit. Les étoiles apparurent, timides comme de nouveaux invités. Mais en bas, personne n'était timide. Parlant, riant, dansant et attrapant un autre hot dog, parce que pourquoi pas. Winston 2.0 se vit accorder une pause de recharge de 15 minutes, portant une pancarte indiquant « ronflement ». Les enfants le gardaient comme un trésor national. Evie posa sa tête sur l'épaule d'Adrian, inhalant la brise salée qui s'accrochait à sa chemise. Elle entendit son rythme cardiaque calme de jeu, puis gloussa. Et, chuchota TL, si nous allons faire semblant si longtemps, nous devrions commencer un cours. Faire semblant de rester calme 101 minutes. Ouais, répondit-il. Leçon 1, se tenir la main. Examen final, les garder. Je revendique un A+, déclara Evie, serrant sa main plus fort. Les cloches sonnèrent pour clore l'événement, douces comme une promesse. Les gens se dispersèrent en petits groupes, rentrant chez eux. Mais les lumières de Fremont Loom continuaient de se déverser dans la rue. Le vitrail ne reflétait plus la pluie. Il reflétait des sourires. Avant de partir, Mira cria « photo de groupe ». Tout le monde se serra sur les marches. Teddy régla la minuterie de son appareil photo, sprinta dans le cadre et trébucha sur Winston 2.0, hors de charge. Le rire explosa. 3, 2, 1, clic. L'instant fut capturé, les mains liées, les yeux brillants, une lanterne rouge dépassant au bord comme un point de ponctuation de bonheur. La nuit s'installa, chaude. Pas de mélancolie salée, seulement le sentiment d'être ici maintenant, ensemble. Evie et Adrian marchèrent lentement dans le couloir, devant le coin des enfants où Winston 2.0 dormait, les yeux à moitié fermés, devant la lumière de la lanterne où une jeune bénévole empilait soigneusement des livres. Ils se glissèrent par la porte de derrière dans une allée en bois humide, s'arrêtant pour contempler la façade du Loom. Une vieille maison rénovée. Nous reviendrons demain, dit Evie. Et après-demain, ajouta Adrian. Et les jours de pluie aussi, dirent-ils ensemble en riant. Quelque part dans la ville, de nouvelles histoires commençaient. Ici, la vieille histoire souriait. Et tandis qu'Evie serrait la main d'Adrian, elle sut que si quelque chose méritait d'être aussi solide que la brique, aussi clair que le verre, aussi lumineux que les lanternes, c'était la joie qu'il venait d'allumer, simple, assez forte, radieuse. Allons-y, dit Adrian, avant que Winston 2.0 ne pense que nous l'avons abandonné pour la garde de nuit. Evie éclata de rire. Demain, il sera promu majordome honoraire. Et moi, demanda Adrian. Tu es l'architecte professionnel du faire semblant d'être calme. Ils se cognèrent le front, rirent et s'avancèrent dans la nuit, main dans la main, sous un ciel imparfait mais brillant. Derrière eux, Fremont Loom brillait encore. Devant, la ville s'ouvrait largement comme un tout nouveau livre, frais de l'odeur du papier, prêt pour qu'ils écrivent. Pas besoin d'encre mélancolique, seulement de joie exempte de poussière.